50. Hop. Ok. Alors, allez, on y va à fond là. Hop, et on nous attend, mes amis, sinon. Hop, préparez-vous. Europe West. Hop, obtenir l'URL. Diffusion en direct. Ok. Ça. Donc là, j'ai besoin des infos. LinkedIn. Mais euh, est-ce que c'est possible? Attends, je vais mettre un mot tout de suite en disant qu'on arrive sur le LinkedIn. Hop, rejoindre. Hop, noter. Ok, ça c'est envoyé. Hop, alors. Nuance. Garder son sang-froid. Alors, ici, process. Ok. Un gestionnaire LinkedIn, somme ça. Là, préparez-vous. Ok, tac. West, Europe. Obtenir l'URL, c'est maintenant. Ok, copier. Ici, copier. Ici. Et ensuite, j'ai juste besoin de l'event. Hop, qui est ici. Partager, copier le lien. Ici. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts, sinon on place en plan B. On les amène tous sur le Zoom. Ça a l'air de fonctionner. Alors, ça a l'air de fonctionner. Et en même temps, j'ai pas le lien. Ah, c'est bon. C'est parti, on y go. Ça a l'air de fonctionner. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Désolé pour le petit retard, on a 2 minutes de délai. Alors, je vais couper le son ici. Hop. Alors, je regarde où on en est. Est-ce qu'on a des personnes déjà connectées? Je prends un petit peu le show sur le chat. Voilà, si vous nous voyez, si vous nous regardez, si vous assistez au live, est-ce que vous pouvez nous faire un petit coucou dans le chat LinkedIn pour qu'on puisse commencer à échanger, vérifier que la partie technique soit opérationnelle. Je vois 8 personnes connectées. Est-ce que un petit coucou dans le chat pour nous dire que vous nous entendez bien? Pas encore de retour, on a souvent un petit décalage. Pendant que vous commencez à interagir avec nous. Ah, Philippe, super. Philippe Robard, coucou, je suis là. Ouf! La technique a failli nous avoir. J'avoue que j'étais dans une situation de stress là.
Mais on y est, super. Sandrine, bonjour. Catherine, Céline Petitjean. Waouh, ça fait du bien qu'on entende qu'on n'est plus seul. Je sais pas comment tu sens les choses. Ouais, ouais. Hein, ça fait du bien. Bien. Eh ben, bienvenue à toutes, à tous. Bonjour Corinne. Bonjour Audrey. On va donc démarrer et je vais introduire eh ben, notre interview, notre événement, en présentant notre invité du jour, qui nous fait l'honneur de nous partager un moment sur notre réseau. Anne Blandin. Donc Anne Blandin, que tu es autrice, coach professionnelle, conférencière, préparatrice mentale et fondatrice de Zest Développement. Tu es issue d'un territoire rural et d'un milieu modeste et tu as construit ton parcours à contre-courant. C'est ce que je disais dans un des posts LinkedIn, puisque tu es autodidacte et tu es devenue directrice, après directrice d'établissement de santé, puis majeure de promo à Sciences Po à 40 ans, ce qui est pas banal. Aujourd'hui, tu animes un réseau national de coachs, d'une trentaine de coachs qui sont formés à tes méthodes, à deux méthodes qu'on va décrire, qui est un après-midi pour demain et un point pour demain. On en parlera dans l'interview. Euh, méthodes qui sont centrées sur les neurosciences. Et ta mission aujourd'hui, c'est faire vivre à chacun un rendez-vous de la vie qui redonne confiance, sens et direction. Est-ce que ça résonne? Est-ce que c'est juste? Est-ce que tu voudrais ajuster quelque chose, Anne? Non, merci. Merci beaucoup. C'est à la fois touchant et ça met la pression de voir son parcours comme ça dérouler, hein. Donc, mais c'est bien mon parcours. Super. Euh, ouais, c'est bien ça. Et on va y revenir en profondeur. En tout cas, on a une heure ensemble pour rentrer dedans, justement le parcours de Anne, dans les méthodes. On va faire ça en trois parties, parcours, méthode et aussi l'opportunité que tu offres, toi, aujourd'hui, aux coachs et aux consultants de pouvoir rentrer dans un réseau. Et tu en parleras justement tout à l'heure. Euh, Je regarde juste ici sur le chat. Si vous avez des questions pour m'y adresser, on prendra un temps si à la fin, ou peut-être entre chaque partie, peut-être une petite question en fonction du timing pour vraiment qu'on réussisse à aller jusqu'au bout de notre échange. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en live dans le chat et on fera au mieux pour y répondre. Allez, c'est parti. Alors Anne, peut-être la première question que je voudrais te poser, c'est celle à travers ton parcours. Donc tu dis avoir grandi dans un territoire rural sans accès facile à l'éducation. La question que je me pose, c'est quels repères t'ont aidé à ne pas renoncer finalement dans un tel environnement? Mm. Euh, Déjà, les choses se sont faites naturellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de calcul derrière en disant je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Il n'y a pas de stratégie. Voilà, même si avec le recul et ce parcours, je me dis statistiquement, je ne devrais pas être là. Hein, on sait aujourd'hui qu'à peu près les origines sociales comptent pour 20% dans la reproduction ou dans les décrochages. Donc, je ne devrais pas être à l'endroit où je suis. Ce qui a, ce qui m'a poussée, effectivement, j'ai un milieu rural avec peu de choses, peu d'éducation. On avait juste un dictionnaire à la maison qu'on regardait avec énormément de respect, parce que c'est mon père qui l'avait gagné au certificat d'études. Donc, c'était vraiment, l'éducation était mise à un endroit qui était important, mais presque inaccessible. Et puis, il y avait, j'ai probablement manqué de beaucoup de choses, mais pas d'amour, en tout cas. Pas de cette chose-là qu'on transmet et pas des valeurs qu'on transmet. J'ai grandi avec deux phrases de mon papa qui n'étaient pas que des phrases, qui étaient des choses que il mettait en œuvre au quotidien et dans lesquelles on le baignait. C'était apprends, tu seras libre. L'apprentissage paraissait tellement loin que c'était quand même la seule manière de pouvoir se sortir de là où on était, pour, sans faire de misérabilisme. Hein, la route goudronnée la plus près était à 2 kilomètres. On n'avait pas de chauffage, on n'avait pas de commodité, donc on était vraiment dans la grande ruralité. Mais il y a quelque chose qui était important, c'était notre dignité.
On n'avait pas grand-chose, mais on avait notre dignité. Et quelque chose qui était important, qui se transmettait dans la famille, c'est on n'a pas grand-chose, on a notre dignité, donc ne laisse personne ne la prendre et toi ne la prends à personne. Et je pense que ces deux mantras m'ont amené au cours de mon parcours, au cours de ma carrière, de toujours me poser la question, est-ce que je suis alignée, est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que c'est ce que je veux faire, est-ce que c'est ce que je ne veux pas faire. Et c'est des choses qui m'ont vraiment portée. Et puis, bah, ça a été ensuite des rendez-vous de la vie, des personnes qui ont pu voir en moi des compétences que je ne voyais pas, parce que quand on vient de ce milieu-là, on se met beaucoup de plafonds de verre. Tout nous paraît inaccessible, mais j'ai eu la chance d'avoir des rendez-vous de la vie, des rencontres, des personnes qui m'ont donné une première chance, une deuxième chance. Et ça a été quelque chose, euh, le fait de pouvoir saisir ça, à Hmm. chaque fois m'a permis d'aller un peu plus loin. Euh, et c'est aussi ce qui me drive aujourd'hui, quoi. Ça me donne envie de te poser la question suivante qui est, quand tu dis que tu es autodidacte, tu t'es formé seul, mais tu as aussi intégré Sciences Po à 40 ans. Tu finis par être accompagné quelque part dans un cadre institutionnel. Qu'est-ce que ce moment a représenté pour toi dans ta vie, ce moment-là, Sciences Po? Ah, c'était immense. Pour moi, c'était un Graal. C'était vraiment quelque chose d'inaccessible, mais c'était quelque chose que je ne connaissais pas, hein. Moi, quand j'étais jeune, on m'aurait parlé de Sciences Po, aucune idée de ce que c'est. Autodidacte, pas tout à fait. En fait, j'ai passé tous mes examens en candidate libre. J'ai quand même des diplômes, mais passé en candidate libre en travaillant pour avoir de l'argent pour payer ses études. Et puis cet argent m'a permis aussi de me donner un confort qui était de voyager. Et donc très tôt, j'ai voyagé. Apprendre, c'était aussi apprendre des personnes que je rencontrais, apprendre des cultures différentes, apprendre des systèmes politiques différents. Et c'était ça aussi apprendre, c'est pas que dans les livres. Et quand on m'a donné la première fois une première chance de travailler dans le domaine du handicap, pour payer mes études, hein, dans le domaine de la surdité. Et puis, ben, comme dans les origines modestes, souvent il y a du surhandicap. Mon frère est sourd. Et donc, cette question-là de quelque part apprends et répare, c'est ce qui m'a aussi drivé. Donc, apprendre, c'était enseigner. Répare, bah, dans le domaine de la surdité, hein, tant qu'à faire, on y va, hein, complètement. Et puis, ben, j'ai enseigné, j'ai été dans la réadaptation, puis après, j'ai pris des responsabilités de formation, puis après des responsabilités de service, puis après des responsabilités d'établissement, jusqu'au jour où, dans les évaluations, dans le domaine de la santé, Mhm. on demande à ce que les établissements soient certifiés, hein. C'était au début des années 2010-2012. Et à l'époque, j'ai dirigé un pôle d'établissement de santé. Et donc, on s'est présenté aux premières évaluations pour être les premiers. Et là, ben, la directrice, elle n'avait pas le diplôme qu'il fallait. Et là, ça renvoie à- au milieu d'où on est, qui m'est très cher, en me disant, mais c'est pas juste. On m'a demandé d'apprendre, on m'a demandé d'être digne, on m'a demandé de faire avancer. Pour moi, faire avancer, c'était aussi créer des établissements qui répondent à des besoins de santé qui n'existaient pas. C'était vraiment faire évoluer, faire avancer le monde. Et là, d'un seul coup, on me disait que j'étais pas à ma place. Et donc, il fallait que je passe un diplôme. Et il y en avait qu'un qui me faisait rêver, c'était Sciences Po. Mhm. Mais je me disais, il n'est pas pour moi. Je retrouvais mon plafond de verre. Et j'ai eu la chance là d'avoir une fabuleuse rencontre. Mon directeur, mon dirigeant qui m'a dit, mais Anne, si tu crois que Sciences Po n'est pas fait pour toi, c'est que tu te trompes d'enjeu. Ton enjeu, c'est pas de réussir Sciences Po. Ton enjeu, c'est d'abord, un, de candidater et deux, de faire ton mieux. Et c'est à eux de savoir si euh, tu le mérites, si tu coches les cases, si voilà. Et donc ça m'a donné une bonne leçon aussi de savoir quels sont mes enjeux. Est-ce que mon enjeu, c'est de réussir ou est-ce que mon enjeu, c'est de mettre tout en œuvre pour réussir? Mhm. Euh, j'ai pris le défi, j'y suis allée. À l'époque, je lisais un livre qui s'appelait Une vie de Simone Veil. C'est vraiment quelqu'un qui a été important dans ma vie. Et en même temps, à chaque marche que je montais pour aller passer mon oral, j'avais mon estime de moi qui descendait.
parce que quand on vient d'un milieu aussi modeste, ben, la dignité, c'est aussi savoir rester à sa place. Et je me disais, ben là, je suis pas du tout à ma place. Je suis en train, qu'est-ce que tu es en train de faire, quoi? Tu es en train de marcher sur les pas de Simone Veil, mais pour qui tu te prends, quoi? J'entendais aussi la voix de mon papa qui me disait, mais pour qui tu te prends? Et puis ça fonctionnait. J'ai quand même arrêté mon oral en plein milieu parce que je me disais, je bachote, je fais pas du tout ce qu'il faut. Et puis, juste dit ce qui m'animait, ce qui me donnait envie, cet alignement qui était de dire, moi, mon parcours, c'est une mosaïque d'expérience, une mosaïque de formation. J'ai envie de faire Sciences Po pour prendre de la hauteur et comme les impressionnistes, voir tout le tableau. Euh, Voir Ok. l'ensemble du tableau et on m'a dit, bah, vous êtes prise. Une semaine après, je me suis retrouvée à Sciences Po et puis on nous demande un parrain et une marraine. Bah, moi, je savais pas. Et une des choses qui m'a aidée aussi dans mon parcours, c'est euh, je l'ai fait parce que je savais pas que c'était pas forcément pas possible. On m'aurait dit et donc j'ai demandé Simone Veil. Voilà. En me disant, mais de toute façon, c'est pas possible, Simone Veil. Pour notre promo, c'est absolument pas possible. Donc, rêvons. Et on nous a dit, bah, ça tombe bien. Elle clôture l'année de la femme à Sciences Po, donc on va organiser une audience. Et c'est comme ça que euh, Simone Veil est devenue notre marraine. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi dans son mode de fonctionnement, dans sa résilience et dans le fait de faire là aussi un défi du déterminisme. Elle aurait pu prendre beaucoup d'autres chemins. Elle a pris des chemins qui ont été des chemins de tolérance, des chemins de pugnacité aussi, d'exigence, mais de dire en restant digne, on peut faire avancer les choses. On peut saisir les opportunités pour créer plus de concorde, pour faire avancer les choses. Et c'est vraiment dans ce modèle-là que moi, j'ai souhaité avancer. Et donc, ben, à l'époque, j'avais deux petits bouts, je dirigeais, donc il fallait faire vite. J'ai fait vite pour pouvoir tenir. Et oui, effectivement, félicitations du jury et présentation de mon mémoire à la recherche cette année-là et j'ai reçu le prix de la recherche cette année-là qui m'a été remis au Conseil de l'Europe, donc la boucle était bouclée. Et j'aurais pu dire, ben, je continue, j'ai mon diplôme, je peux rester en place, tout va bien. Mhm. Sauf que à cette époque-là, la santé a beaucoup changé et est devenue beaucoup de l'économie de la santé. Et bien que j'ai été dans une entreprise qui était tout à fait vertueuse, hein, à un moment donné, je ne m'y suis pas retrouvée et Alors, j'ai ouais, démissionné. t'as démissionné. Alors là, tu es en train de passer à l'étape d'après. Je voudrais te poser une petite question avant, mais merci pour ce partage déjà de ton expérience et qu'on comprend le cheminement et ce qui t'a élevé. Moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est comment ton expérience dans la santé et le handicap a nourri ta vision de l'accompagnement et a commencé à semer des graines, j'allais dire, pour la suite. Mm. Je dirais ma colonne vertébrale, moi, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le management, que ce soit dans le coaching, que ce soit dans les méthodes, c'est les sciences neurocomportementales. Très rapidement, je me suis aperçue que on pouvait être très différent et avoir une perception du monde, alors que la réalité, elle est identique pour tout le monde, en fonction de qui on était, de nos différences, handicap, social, homme-femme, jeune, vieux, euh, nationalités différentes, on pouvait avoir des perceptions différentes. Et ça m'a intéressée de me dire, mais comment notre cerveau, il peut construire des perceptions différentes. Hmm. Et dans le champ du handicap, j'ai trouvé ces outils-là qui étaient des outils de neurosciences. C'est très à la mode maintenant, mais voilà, on l'utilise depuis très longtemps dans le handicap. Et le travail qui était d'accompagner les personnes en situation de handicap à rester des parents, à rester des professionnels, à rester acteurs sociaux, à rester amis, à rester dignes, là encore, avec les sciences neurocomportementales dans la rééducation, bah, ça a été un outil formidable. C'est-à-dire que le cerveau, il est magique, il est capable de se réadapter, il est capable de transférer des compétences, il est capable de développer des connexions neuronales qu'on n'imagine pas pour s'adapter.
Et ces outils-là, je les ai emmenés ensuite dans le management en me disant, bah, si ça fonctionne pour des personnes qui ont des besoins spécifiques, ça doit bien fonctionner pour tout le monde. Et j'ai amené tous mes outils de sciences neurocomportementales dans le management pour pouvoir accompagner les personnes à être au bon endroit dans l'organisation, ce qui leur permettait d'avoir du sens, d'être dans leur potentiel, hein. Un potentiel en sciences neurocomportementales, c'est un comportement qu'on fait facilement, dans lequel on a du plaisir, dans lequel on est en réussite. Une limite, ça n'est pas quelque chose qu'on fait mal, mais c'est quelque chose qui est coûteux en énergie, en temps, et qui peut nous épuiser, voire même nous emmener vers le burn-out. Mm. Et ces outils de sciences neurocomportementales que j'ai amenés dans mon management bah, nous ont permis aussi de créer une organisation, du management, des projets où tout le monde s'y retrouvait et avoir des équipes très, très, très engagées dans ce qu'elles faisaient et pouvoir même innover dans le domaine de la santé. Et je les ai emmenés dans le coaching ensuite pour en faire les outils, pour être au cœur des outils un après-midi pour demain pour les jeunes et un point pour demain pour les adultes. Ok, on va y revenir tout de suite après. Euh, Question, mais qu'est-ce qui t'a poussé à transmettre finalement? Et peut-être la question qui va amener ensuite à ce parcours de coach. Ouais. Qu'est-ce qui m'a poussée à transmettre? D'abord, je ne pense pas que seul on réussisse. Je pense on ne peut réussir que par la complémentarité. Et quand j'ai quitté le domaine où j'étais, je me suis dit, si je vais ailleurs, je vais retrouver les mêmes difficultés par rapport à un alignement quant aux valeurs du domaine de la santé. Et je me suis dit, si je ne peux pas faire bouger le système de l'intérieur, alors peut-être que je peux le faire bouger de l'extérieur. Et peut-être que cette deuxième partie de vie, j'ai envie de donner, faire du don contre don. Pour moi, c'était important de me dire, j'ai eu la chance d'arriver à cet endroit parce que j'ai fait des rencontres dans ma vie où les personnes ont vu chez moi des compétences que je ne voyais pas. Et j'ai envie, sur cette deuxième partie de vie, de créer quelque chose, d'innover. C'est un de mes potentiels. Mais que ce potentiel, il serve aussi à ce que d'autres personnes, que ce soit des jeunes, que ce soit des adultes, que ce soit des professionnels, que ce soit des entreprises, à avoir des rendez-vous de la vie qui leur permettent de savoir vraiment qui ils sont, comment ils fonctionnent. Parce que quand on sait comment on fonctionne, on culpabilise beaucoup moins et on Mhm. retrouve du pouvoir d'agir. Et qu'ils puissent avoir ces rendez-vous de la vie pour pouvoir eux aussi évoluer et être au bon endroit dans leur parcours professionnel. Ok. C'est vraiment ce qui m'a donné envie de créer un après-midi pour demain et un point pour demain. Et alors, je reprends le moment, tu sais, ce fameux moment où on fait un choix, où tous les coachs, à peu près tous, je vais pas généraliser, mais on décide de se désengager d'un endroit pour aller vers un autre et on fait un saut dans le vide. Toi, tu as quitté un poste confortable, je me dirais peut-être même Mm. très confortable de direction, Oui, et pour aller vers du tout à coaching fait. et créer tes propres méthodes. Pourquoi ce choix et comment tu l'as fait? Alors, pourquoi ce choix? Parce que j'étais plus alignée quand j'avais mon mantra qui était sois digne. Ben, quand on se désaligne et puis qu'on accepte de faire des choses auxquelles on ne croit pas, ben, on n'est plus du tout aligné, on n'est plus digne. On perd aussi sa dignité et le risque, c'est de la faire perdre aux autres aussi. Et je ne me voyais pas continuer à manager euh, par rapport à des choses auxquelles je ne croyais pas. C'était pas possible. Oui. Et je me suis donné 6 mois et je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire? Et j'allais dire, le premier cobaye de la méthode, c'était moi, en me disant, quel sens, qu'est-ce qui me motive bah, à continuer à accompagner, innover, transmettre, faire en sorte que les gens soient au bon endroit, faire bouger les systèmes. Qu'est-ce que je sais faire là où sont mes potentiels? Ben, c'est les capacités à innover, les capacités à modéliser, les capacités à transmettre, avoir aussi cet outil, quel outil je possède et que j'aime, ben, c'est les neurosciences, parce que c'est un outil fabuleux pour comprendre comment on fonctionne. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire avec ça? À l'époque, je voyais aussi dans mes fonctions de manager des personnes qui pouvaient être en difficulté parce qu'elles n'étaient pas au bon endroit dans l'organisation. Ça venait pas forcément d'elles, ça venait du match qu'il n'y avait pas entre qui elles étaient et leurs fonctions. Mes enfants étaient ados à l'époque et je voyais comment se passait l'orientation et je me disais, bah, demain, si on veut évoluer, si on veut pouvoir relever les grands défis de demain,
Eh bien, à ce moment-là, il faut créer quelque chose, un outil qui permette d'être un rendez-vous de la vie pour que chacun soit au bon endroit. Et c'est comme ça que j'ai créé un après-midi pour demain, un point pour demain, avec ces différentes composantes que je me suis euh, appliquée à moi-même, Mhm. même si ça n'a pas été simple, parce que ça demande aussi à réfléchir à ce qu'on laisse, ce qu'on accepte de perdre, mais pour gagner. C'est-à-dire, on perd en confort de vie, on perd en notoriété, hein. Beaucoup m'ont dit ça va être un suicide professionnel. Allons-y. Je préfère être alignée et croire en ce que je fais. Et si je suis alignée et que j'utilise mes potentiels pour transmettre quelque chose qui a de la valeur, du don et de la motivation, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et je crois beaucoup au principe que plus on est qui on est, plus on attire à soi aussi ce qui nous convient. Et aujourd'hui, après 10 ans, puisqu'on fête nos 10 ans, hein, la méthode Un après-midi pour demain et un point pour demain fête cette année les 10 ans. Vous pouvez voir sur LinkedIn notre petite rétrospective d'abord qu'on a fait sur Un après-midi pour demain et puis qu'on fera sur un point pour demain en septembre. Ben, le pari est gagné. Et l'idée, c'était vraiment de contribuer à faire bouger le système par l'extérieur en disant plus les gens vont être là où ils seront bien, où ils seront engagés, plus on va pouvoir coopérer pour faire bouger, pour avoir un impact positif sur cette société qui a des grands défis à relever. Et curieux. Mais ça a Ouais, été de se ouais, dire ouais, qu'est-ce que j'accepte de perdre ouais. pour gagner quoi. Et aujourd'hui, juste une question là, combien de personnes vous avez accompagné, enfin, toi, à travers la méthode et depuis 10 ans, combien de personnes ont été accompagnées? Tu as ce chiffre? Alors, si on compte que les côtés individuels, hein, pas les entreprises, que l'individuel, on est entre 5 000 et 8 000 personnes que l'individuel. On a un réseau, on va être une trentaine. Ça veut dire que, voilà, entre les jeunes et les adultes, il y a eu pas mal de personnes en 10 ans. Et sur les entreprises, on n'a pas comptabilisé, mais ce qu'on sait, c'est qu'on est dans tous les secteurs. On peut être dans le secteur de la santé, comme dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, dans la fonction publique, les armées, dans l'agroalimentaire, la biochimie, les réseaux d'agents immobiliers. C'est-à-dire que notre outil nous permet de pouvoir, euh, j'allais dire, transmettre ce côté-là du management agile, de la prise en compte des personnes et de l'humain dans leurs compétences et leurs potentiels, quel que soit le secteur d'entreprise. Euh, donc, ce qu'on peut mesurer, en tout cas sur les entreprises, c'est plutôt le côté qualitatif Mhm. et sur l'individu, plutôt le nombre de personnes. Ok. Sachant que ce qui est chouette depuis 2 ans, c'est que les jeunes qu'on a accompagnés tout au début sont dans le secteur professionnel et reviennent nous chercher dans leur cadre professionnel Ah, ok. pour Intéressant. accompagner leur entreprise. Hmm. Génial. Ah ouais, donc ça crée en plus de la fidélité sur le long terme et des opportunités en plus à long terme, quoi. Ah, c'est intéressant. Exactement. Et ça diffuse, enfin, c'est exponentiel. En plus, ok. Ok, beaucoup de travail. C'est très encourageant en tout cas d'entendre ces chiffres et de se dire que bah, il y a du travail. Il y a peut-être est-ce que tu peux nous parler justement de la méthode, à quoi ça, enfin un après-midi pour demain, pour prendre après un après-midi pour demain et un point pour demain, si on peut justement prendre le temps de bien clarifier à quoi elles servent et comment elles sont utilisées concrètement. Donc, un après-midi pour demain et un point pour demain, c'est deux méthodes avec deux marques qui sont déposées, qui sont protégées. Donc, déjà, quand on rentre dans le réseau, il y a cette sécurité, c'est-à-dire n'importe qui ne peut pas utiliser cette méthode ou notre savoir-faire. Il n'y a que les personnes qui sont dans le réseau qui ont accès à nos outils. Un après-midi pour demain, c'est un outil qui permet aux jeunes, et ça c'est vraiment une de nos philosophies, de considérer l'orientation non pas comme le dernier maillon d'un parcours scolaire, mais le premier maillon d'un parcours professionnel. Aujourd'hui, l'idée est de ne pas considérer l'orientation à partir des compétences académiques, mais bien qui on est dans son mode de fonctionnement, ses besoins, ses motivations, ses potentiels, là encore, comment on fonctionne d'un point de vue neurocomportemental et ses appétences en termes de compétences.
Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'orientation. Je vais prendre l'image du GPS. C'est aussi de l'orientation. Il viendrait à personne l'idée de programmer son GPS sans savoir d'où on part ni où on va, de faire le trajet. Ben, aujourd'hui, quelque part, dans l'orientation scolaire, on fait le trajet. On part que de la moitié des connaissances ou des indicateurs, des coordonnées de départ qui sont l'académique, sans prendre en compte tout le reste. Et on est bien plus qu'une note. Nos enfants sont bien plus qu'une note. Et on ne prend pas forcément en compte là où on veut aller. Et donc, nous, notre objectif, ben, c'est un rendez-vous de 2 heures. Dans ce rendez-vous de 2 heures, préalablement, les jeunes remplissent un questionnaire, 2 questionnaires, qui nous permettent d'identifier où sont leurs potentiels d'un point de vue neurocomportemental, leurs potentiels, leurs talents, mais aussi leurs limites, et les appétences pour les compétences professionnelles. Pendant l'entretien, on leur explique comment ils fonctionnent. On fait matcher des exemples de leur vie quotidienne qui le prouvent. On se dit, ah mais oui, effectivement, je fonctionne bien comme ça. Donc, ils se l'approprient vraiment. Et puis, on travaille avec un petit serious game qu'on a monté sur leur motivation. En essayant de chanter, d'enlever tous les biais cognitifs. Quand on parle de nos motivations, on peut en parler longuement, mais parfois on est très, 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 très influencé dans nos motivations par notre histoire, nos parents, les grandes tendances, l'école, les copains, les copines. Et cet outil-là, il a pour objectif d'être vraiment d'objectiver les choses et de travailler sur les besoins de réalisation et non pas nos croyances, celles qu'on hérite de notre environnement. Et donc, pendant ces 2 heures, on travaille sur les motivations, on explique leur profil neurocomportemental. À partir de là, on a le profil complet. On leur propose des projets professionnels qui correspondent à leur profil. Euh, on les classe, on fait le top 3 et à partir du top 3, on construit le parcours scolaire. Et en France, on a la chance, par contre, d'avoir une multitude de manières d'arriver, de suivre ses études. Ça va de l'apprentissage, ça a du bac pro aux grandes écoles, euh, au bac techno, aux écoles de la deuxième chance, aux maisons familiales rurales. On a une diversité, et ça c'est une vraie chance. Et donc après, le parcours scolaire, ben, il file tout seul, on va trouver un moyen d'y arriver. À l'issue de ça, l'intérêt, c'est que ces jeunes-là aient des projets professionnels, puissent aient des parcours scolaires qui leur conviennent, ils sont en capacité d'argumenter, ils savent exactement pourquoi ils font ça. Et pour Parcoursup, c'est pas rien de pouvoir dire, ben, moi je sais que je vais faire ça parce que je suis motivée par, j'ai les capacités parce que j'ai tel potentiel, je suis attirée par tel type de compétences, c'est énorme. Et puis surtout, ça booste leur confiance, c'est objectif, euh, et ça vient des neurosciences, et c'est durable. C'est-à-dire demain, il y a énormément de métiers qu'on ne connaît pas. On ne peut pas orienter aujourd'hui vers des métiers qu'on ne connaît pas. C'est bien les grandes questions hein, aujourd'hui, actuellement dans l'éducation, que ce soit tout au long de la vie pour les adultes ou les jeunes, c'est mais à quoi doit-on former les personnes parce qu'on ne connaît pas les métiers de demain. Eh bien là, en sortant, le jeune a sa boussole. C'est-à-dire qu'il est en capacité demain de faire des choix éclairés, quels que soient les nouveaux métiers. Il est en capacité de dire, eh ben, est-ce qu'il y a au moins 50% de mes motivations? Est-ce qu'il y a au moins 50% de mes potentiels? Est-ce que ça évite mes limites? Est-ce qu'il y a au moins 50% des types de compétences vers lesquelles je suis attirée? Et il pourra faire des choix éclairés pour une orientation durable. C'est vraiment s'orienter et apprendre à s'orienter. Voilà un petit peu un point pour demain. C'est clair. Si vous avez des questions Euh, dans le chat, je voilà. rebondis juste avec ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à poser vos questions, que je puisse les remonter. Vous les poser à Anne. C'est très clair, Anne. On comprend en tout cas la cible, à qui elle s'adresse cette méthode et comment elle aide un jeune à s'orienter, à faire des choix éclairés et en plus à devenir autonome finalement dans sa capacité à s'orienter et se former tout au long de sa vie finalement, quoi. Mm. Et alors, un point pour demain, quelle est la Et différence? un point pour demain, voilà. Ouais, Un point pour demain, ben, c'est pour les adultes. Autant un après-midi pour demain, c'est une méthode. C'est que pour l'orientation. Un point pour demain, nos conseillers ont l'habitude de dire c'est le couteau suisse du conseiller, du coach, du consultant, du formateur. On peut autant, avec un point pour demain, travailler un bilan de positionnement professionnel comme on fait de l'orientation pour les jeunes. C'est pareil, on a des questionnaires qui vont prendre en compte à la fois l'histoire de la personne avec les compétences transférables qu'il possède, celles qu'il veut garder, le bilan de potentiel de manière identique, les appétences pour les compétences de manière identique, mais on a rajouté les besoins liés à l'environnement. Hein. On n'est pas une personne en suspens comme ça, on est dans un environnement et parfois à compétences égales.
On est dans des environnements qui nous conviennent totalement épanouis et on est dans des environnements qui ne nous conviennent pas, on est totalement inhibé et même si on possède nos compétences, on est dans l'incapacité de les utiliser. Donc c'est important aussi d'identifier nos besoins environnementaux en termes professionnels. Et donc, on fait le même bilan que pour les jeunes. Et donc, en 2 heures, on a déjà des pistes pour les personnes qui veulent soit se faire une reconversion, soit euh, postuler à un nouveau poste. Et puis, on peut l'utiliser aussi en entreprise pour faire du recrutement, pour travailler la mobilité, pour travailler son leadership avec les managers qui ont besoin aussi de connaître leur couleur de manager, eh bien, c'est la même chose. Ça permet, le bilan de potentiel permet d'identifier comment on fonctionne, comment on prend nos décisions, comment on communique, comme nos rapports au conflit, nos rapports au stress, notre capacité à générer de la cohésion, mais aussi comment on est perçu. Donc, pour des managers à titre individuel, ça, c'est très important. Et puis, en entreprise, on peut aussi faire de la cohésion d'équipe. Et je pense que c'est l'un des seuls outils actuellement sur le marché pour faire vraiment un profil d'équipe. Beaucoup d'outils un peu concurrents en profil d'équipe alignent les profils individuels. Nous, on peut le faire, ce qui permet de voir les complémentarités, mais on a aussi la capacité de faire un profil d'équipe. C'est-à-dire qu'une personne plus une personne, ça ne fait pas deux, ça fait trois, ça fait de l'alchimie dans un groupe. Il y a des choses qui se passent dans un groupe, ça fait de l'alchimie. Et on a la capacité, avec ce profil d'équipe, de voir la valeur ajoutée de chacun, les complémentarités, mais aussi la force de l'équipe, les points de vigilance de l'équipe et la manière dont l'équipe est perçue de l'extérieur. Et donc, pour constituer, par exemple, des équipes projets, quand il y a des problématiques de conflit dans une équipe, ça peut être intéressant. Pour aussi de la prospection en disant, ben, nos équipes, on veut les emmener à tel endroit dans 1 an, 2 ans. Ben, c'est aussi ces profils d'équipe, ça peut être intéressant parce qu'on peut voir comment on peut permettre à chacun de bouger dans l'équipe et être au bon endroit, comment on peut recruter parfois le maillon manquant. Donc ça peut être très intéressant. On l'a beaucoup utilisé dans le sport, en préparation mentale. Les équipes de sport professionnelles utilisent nos profils et ça nous a aussi challengé parce que le temps d'une équipe, d'une saison, c'est pas le temps d'une entreprise et il faut être très rapide pour voir quelles sont les forces d'une équipe, les points de vigilance, la valeur ajoutée de chacun, et ce qu'on a appris dans le sport avec la préparation mentale et les profils d'équipe, aujourd'hui, on le traduit totalement dans du management ou dans des entreprises. Et les formateurs l'utilisent aussi, l'intègrent aussi sur la gestion du stress, sur la communication. Donc, c'est vraiment un couteau suisse qui peut servir dans l'entreprise à faire beaucoup de choses. Et c'est peut-être ce qui fait notre différence aujourd'hui sur l'outil. Ok. Et Et dans les formations, ouais. mais peut-être qu'on en parlera plus tard. Non, tu peux. Ça, bah, après, on pourra peut-être ouais, discuter de comment tu transmets ça et comment on relie Ouais, le réseau, peut-être. C'est peut-être pour continuer sur la méthode, la ouais. question qui me venait, c'était par rapport aux neurosciences, comment tu les places? Est-ce qu'elles sont placées à l'intérieur dans ces approches-là? Elles sont dans tous les outils, dans tous les outils. C'est-à-dire nos questionnaires de potentiel intègrent les neurosciences, le travail sur les motivations intègre les neurosciences dans la formation. Et c'est peut-être là aussi une de nos différences. On passe beaucoup de temps à expliquer ce que c'est que les neurosciences et Hmm. comment fonctionne notre cerveau. Les personnes qui font la formation sont en capacité d'utiliser nos outils, mais sont en capacité aussi de dire pourquoi, comment ils fonctionnent et transmettre aussi aux personnes qu'on accompagne comment ils fonctionnent. Et les neurosciences, c'est pas que notre cerveau, hein, c'est tout notre système émotionnel et toute notre réaction à l'environnement. Et pouvoir transmettre aux personnes comment elles fonctionnent et pourquoi elles réagissent de telle ou telle manière ou pourquoi elles voient le monde différemment, c'est énorme. Donc, c'est dans tous nos outils, c'est dans notre posture aussi. On apprend quand on accompagne avec les outils un point pour demain à rester à l'endroit où on doit être et éviter des transferts avec les personnes qu'on accompagne. Donc ça donne énormément d'objectivité, à la fois dans les modalités d'accompagnement, mais aussi dans les réponses qu'on apporte. C'est objectif. Il y a d'autres outils qui existent aujourd'hui, mais qui sont plus subjectifs, où les personnes travaillent sur eux. Là, ça ne veut pas dire que les personnes ne vont pas travailler sur eux, mais on leur donne des outils
d'objectivation et ça permet aussi d'aller beaucoup plus vite. Hein. Donc, les neurosciences, c'est à la fois pour nous une posture, des outils et une philosophie où on se dit, plus on va expliquer aux personnes qu'on accompagne comment ils fonctionnent, plus ils vont aussi trouver du pouvoir d'agir, hein, ce que je disais tout à l'heure, comprendre et être en capacité eux aussi de transmettre. Mm. Et est-ce que tu peux nous parler des histoires de transformation? Comment ces Mhm. méthodes-là, elles ont amené des changements, voilà, est-ce que tu as des Ah, retours? on en a plein, on a des histoires, je peux Celle en qui t'a prendre le une ou plus marqué, deux. peut-être. Ah, il y a des très jolies histoires. Enfin, il y a des histoires, peut-être que celles que je vais peut-être en choisir une ou deux. Il y a les histoires qui sont touchantes et puis il y a les histoires qui sont impactantes. Euh, dans les histoires touchantes, je me rappelle de ce jeune qui arrive euh, chez une de nos conseillères et qui est en décrochage scolaire, suivi par un psychiatre. On parle beaucoup de santé mentale aujourd'hui. Bon, je pense qu'on est un maillon de la santé mentale aussi. Euh, Décrochage total. J'étais en seconde bac professionnel agricole et c'est chouette d'être en bac agricole quand on l'a choisi, mais pas quand on ne l'a pas choisi. Et décrochage. Et puis, on travaille ensemble et on se rend compte que ce qui le motive, d'abord, c'est un geek. Voilà. Il s'était retrouvé en lycée agricole parce que il aimait beaucoup la nature et être seul dans la nature. Donc, bon, lycée agricole, on y va. Mais ce qu'il aimait, c'était surtout la réflexion, l'analyse, parce que quand on est dans la réflexion, l'analyse, ben, c'est vrai que c'est des choses qu'on fait beaucoup plus seul. En tout cas, c'était sa manière de fonctionner. Et puis, c'était quelqu'un qui fonctionnait beaucoup par ses sens. Et donc, la nature, c'était aussi quelque chose qui l'attirait, mais pas pour en faire son métier. Et on a travaillé ensemble et on est arrivé à la musique, mais aussi le travail avec des matériaux assez nobles, puisque c'était quelqu'un qui utilisait beaucoup ses sens. Et on est arrivé à un projet qui était de travailler, de travailler dans la musique, de composer. Et en même temps, il avait du mal à faire un choix entre dire, ben, moi, je vais partir sur l'artisanat d'art pour travailler, et en même temps, je veux composer. Et il a trouvé une école en Bretagne qui travaille sur tout ce qui est la musique assistée par ordinateur, puisqu'il ne jouait pas d'un instrument. Et puis, comme cette école oblige à prendre une facture, il a pris la lutherie. Donc, il a associé ces deux motivations. Il avait les compétences et la tournure d'esprit, le mode de fonctionnement neurocomportemental pour y aller. Il est sorti l'un des premiers, ce qui lui a permis d'avoir une place à Paris dans une grande université en musicologie. Et aujourd'hui, il est musicologue et il s'éclate. Voilà, comment Génial. une histoire qui est assez touchante. Voilà. Super. Euh, J'en garde une pour l'instant. Peut-être tu nous en donneras une autre si on arrive à tenir ouais. le temps pour réussir à dérouler le reste de nos échanges. Parce que bon, là, euh, on comprend la méthode, on comprend d'où elle vient, comment tu l'as créée, comment tu y es arrivé. Aujourd'hui, peut-être qu'on peut se projeter aussi, si on est coach, on peut se demander, bah tiens, euh, enfin, comment l'utiliser moi, cette méthode? Puisque aujourd'hui, l'opportunité que tu offres, c'est de rentrer dans un réseau. Euh, Exactement. voilà, tu as formé aujourd'hui une trentaine de coachs, d'accord, de ton réseau. Alors justement, il y a une formation et quelles sont peut-être les qualités de profil qui s'épanouissent avec toi? Voilà, si on y va dans On ce... sera une trentaine de coachs en fin d'année. Voilà. Ah, ok, très bien. Euh, voilà. Les qualités qu'on demande, enfin, un des prérequis, euh, on ne forme pas à l'accompagnement. C'est un des prérequis. Il faut être formé à l'accompagnement ou avoir un parcours significatif dans l'accompagnement. Donc, ça veut dire, ça peut être déjà être coach, consultant, mais RH aussi, psychologue, les conseillers d'insertion, euh,
tous les métiers qui ont déjà accompagné et qui peuvent prouver leur capacité d'accompagnement. C'est-à-dire que nous, on ne fonctionne pas, on ne forme pas à ce travail d'accompagnement. Nous, on apporte un outil qui est valable dans un domaine qui est le côté professionnel. Donc ça, c'est un des éléments. On demande que les personnes aient une expérience, si possible, de 1 an ou 2 ans, que les personnes soient déjà installées. Il nous arrive de faire des exceptions lorsque le projet d'entreprise est déjà bien installé, le modèle est bien là, en tout cas dans la projection, même si l'entreprise n'est pas ouverte, mais on sent que derrière, il y a une vraie capacité à se projeter avec un profil d'entrepreneur, parce qu'il y a aussi un modèle économique hein, derrière. Et donc, le deuxième prérequis, c'est vraiment d'avoir ce profil entrepreneur. C'est dire, moi, j'ai des outils, je veux accompagner, mais j'ai cette capacité à aller discuter avec mes clients, j'ai cette capacité à aller comprendre leurs besoins. J'ai cette capacité à parler de ce que je fais dans plein d'endroits. Le profil entrepreneur est quelque chose d'important aussi pour nous parce que on ne forme pas à l'entrepreneuriat. Même si on a aujourd'hui une community manager qui travaille sur les réseaux, même si notre réseau offre des possibilités de mutualiser, de répondre à des offres en commun, voilà, on n'est pas apporteur d'affaires. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir aussi cette volonté d'y aller, de se dire, bah, moi, je vais chercher aussi mes clients ou j'ai déjà des clients auxquels je pense pour qui ça pourrait être intéressant. Bien sûr, le fait de faire partie du réseau, d'avoir un outil à vendre, ben, c'est un plus. Hein, c'est toujours compliqué quand on est indépendant de se vendre. On a l'impression que c'est toujours nous qu'on vend. Non, on vend une compétence. Et cette compétence, elle correspond à un besoin de nos clients. Et là, il s'avère qu'il y a un outil qui peut répondre à ce besoin. Donc, c'est parfois plus facile d'aller vendre un outil que de vendre sa propre personne ou de sa propre compétence. Mais n'empêche qu'il faut quand même aller vendre cet outil-là. Il faut quand même pouvoir en parler, en discuter, en échanger, entendre, capter les opportunités aussi, les besoins parfois cachés, les signaux faibles en échangeant avec les personnes pour pouvoir proposer ces services. En tout cas, ce côté-là, il est important hein, pour les coachs qui s'installent ou les conseillers qui s'installent ou les formateurs. Personne ne viendra toquer à la porte de votre bureau en disant sans savoir que vous existez. Donc, c'est quelque chose de vraiment important, ce profil-là. Bah, ça, enfin, pour Ça, rebondir c'est le là-dessus deuxième et pour prérequis. être Et un le peu. troisième, c'est une vraie, Ah, pardon, il y a un décalage. et c'est avoir une vraie appétence pour l'humain. Oui, ok. C'est avoir une vraie capacité, une vraie appétence pour l'humain. On a un réseau qui a vraiment cette envie de changer, de contribuer à un impact positif, de croire que on peut échapper au système. Enfin, la question de faire un défi du déterminisme, c'est quelque chose aussi d'important pour nous dans le réseau. On accompagne des entreprises qui parfois sont au bord de la rupture, on accompagne des équipes qui sont dans des difficultés, on accompagne des personnes qui ont fait un burn-out, on accompagne des personnes qui sont en reconversion parce qu'elles ne veulent plus faire ce qu'elles faisaient avant, on accompagne des jeunes qui sont en décrochage. Ben, avoir la volonté de se dire, mais oui, c'est possible. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on attend dans l'ADN des personnes qui nous rejoignent. Voilà, ça c'est très très important de se dire, si on utilise cet outil-là et si on rentre dans ce réseau-là, c'est pour avoir un impact positif et croire que c'est possible de changer. Hmm. Ok. Ah, c'est clair. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à les remonter dans le chat. Pour l'instant, j'en ai pas, j'ai pas de questions. Par contre, moi, j'ai une question qui me parle. Je comprends du coup comment on rentre dans ton réseau. Si on veut d'ailleurs, si, je sais pas, si ils veulent plus de détails sur les coûts, sur le temps de formation, peut-être que le plus simple, c'est aussi de prendre enfin, comment ils pourraient fonctionner Oui, pour en savoir plus. on a un site qui s'appelle Un point pour demain, où vous Ouais. trouverez tous les détails de la méthode, du réseau, euh, et où vous avez un petit onglet, voilà, demander plus d'informations Je vais le partager. que vous. Comme ça, il sera dans le Voilà. commentaire. Ok, top.
sur lequel vous pouvez cliquer et vous remplissez un formulaire et on vous rappelle pour vous expliquer tout ça. On vous envoie le programme de formation, hein, la formation enfin, si c'est pour un point pour demain, c'est 3 jours. Si c'est un après-midi pour demain, c'est aussi 3 jours. Mais il y a aussi des formations mixtes pour faire les deux. Euh, et et c'est aussi pas que des outils, c'est aussi un réseau. Ah oui. Et ça, c'est très important. Ce côté réseau, pour nous, il est très important. C'est aussi ce qui fait la différence. On a des visios tous les trimestres. On vient d'univers différents et on a vraiment un souhait de faire du transfert de compétences. En janvier, on a eu quelqu'un qui est docteur en sciences, en neurosciences, qui nous a fait une mini-conférence sur les neurosciences et le changement, toujours comment on utilise un point pour demain dans les neurosciences et le changement. En mars, on a eu pilotage de projet. Comment on pilote un projet, comment on accompagne des équipes avec un point pour demain dans le pilotage de projet. En juin, on va avoir le stress, la formation, prévention et gestion du stress professionnel. Et donc, on échange comme ça tous les trimestres, on a une visio. Toutes les semaines, il y a des posts qui sont à diffuser. Tous les trimestres, on a une newsletter aussi. Et puis, c'est la force d'un réseau, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul, on peut s'appeler, on peut s'entraider, on peut répondre à des appels d'offres ensemble. Il y a vraiment le fait de ne pas être isolé et de pouvoir coopérer. Et comme on a ce point de vigilance à avoir les mêmes valeurs, c'est un réseau qui se veut paisible. Ça, je le dis. Voilà. L'idée, c'est d'avoir les mêmes valeurs, de se respecter. Il n'y a pas d'enjeu de territoire. On signe juste un contrat où on se met d'accord au début sur nos règles de fonctionnement, même avant de rentrer en formation, dès le début, après avoir eu le programme de formation, on lit ensemble le contrat. C'est un contrat de vie paisible entre nous pour pouvoir fonctionner entre nous. Donc c'est aussi un réseau et c'est aussi la force d'un réseau. Super. Eh ben, j'ai mis le lien du coup dans le commentaire et peut-être pour rebondir sur une question moi qui m'intéresse ou qui me parle et qui vient un peu en complément de ce que tu apportes, c'est-à-dire que avoir une méthode, avoir un outil, c'est essentiel pour être en confiance, pour accompagner et aller proposer son produit, son offre. Mais avoir aussi une méthode ou une offre et une méthode pour aller prospecter et avoir des outils concrets pour passer à l'action et aller dans ce sens-là, c'est hyper important aussi. Et souvent dans le démarrage, quand on passe d'un milieu salariat, milieu entrepreneuriat dans l'accompagnement, on est un peu perdu, on manque de repères et on a besoin d'outils. La question qui me vient, parce que autant moi c'est quelque chose que je vais apporter dans l'accélérateur de la voie du cœur, autant j'aimerais quand même trouver une source d'inspiration chez toi, parce que ça fait 10 ans que tu fais ça. Tu étais directrice, à un moment donné, tu es devenu entrepreneur. Et j'aimerais, tu vois, comprendre comment toi, tu as procédé au démarrage, pour donner des pistes aussi sur ce point-là. C'est quoi tes premières actions? Comment tu as Alors, trouvé tes premiers clients? Comment ça s'est fait? Si tu peux nous parler de ça. mes premiers clients, je suis pas commerciale. C'est pas une compétence que j'ai. Donc déjà, je me suis dit, je vais pas pouvoir m'appuyer là-dessus. Je suis pas geek. Donc les réseaux, ça va être compliqué. Et je me suis dit, ben, c'est quoi ma force? En fait, comme on parle, c'est un peu un défi au déterminisme. À chaque fois que j'ai une faiblesse, je me dis, ben, je peux la remplacer par quelle force? Ma force, c'est de me dire, mais je suis entourée par des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi. Donc, mes proches, je vais en faire des ambassadeurs. Et pour en faire des ambassadeurs, mon premier cercle, il fallait que je leur explique ce que je faisais. Donc, j'ai appris à pitcher, à expliquer ce que je faisais. Mhm. Donc, cet outil, qu'est-ce que c'était? Pour qui c'était? Et quels étaient les éléments, les indicateurs, à quel moment ils pouvaient en parler, quels étaient les éléments quand ils entendaient parler de ça et ça et ça, bah, c'était là où ils pouvaient dire, ah bah tiens, je connais quelqu'un d'eux. Donc en fait, j'ai formé quelque part mon premier cercle, celui qui croyait en moi, à devenir mes ambassadeurs. Voilà, ça a été ça. Et puis, mes premiers clients sont devenus mes ambassadeurs. C'est-à-dire que chaque fois que je termine quelque chose, je transforme un client en ambassadeur en disant, ben, si vous avez été satisfait, n'hésitez pas à en parler. Je fais ça aussi, ça et ça aussi.
Et ça a été vraiment cet élément-là. Après, bien sûr, je me suis formée au réseau, je me suis fait accompagner. Je ne crois absolument pas qu'on puisse être un bon entrepreneur en faisant tout. Je pense que la réussite d'un bon entrepreneur, c'est de savoir se faire accompagner. Et parfois, je dis quand on est coach, quand on est consultant, quand on est formateur, on n'est pas informaticien, on n'est pas forcément toujours commercial, on n'est pas juriste, on n'est pas expert comptable, on n'est pas, il y a plein de choses qu'on n'est pas. Eh ben, vaut mieux faire 2 séances de plus, il vaut mieux faire une formation en plus et pouvoir déléguer à des experts ce qu'ils savent faire. Et s'entourer, là aussi, c'est des rendez-vous de la vie, hein, s'entourer des personnes qui ont le même ADN que nous et pouvoir travailler ensemble. Voilà, ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, bah, je ne sais pas si on peut en parler, Jean-Baptiste, mais on s'est trouvé à peu près sur le même ADN et on Mhm. s'est dit pourquoi pas accompagner aussi, faire une petite expérimentation sur les prochaines formations où on est ensemble, enfin, ou que je ferai, où on s'associe pour que tu puisses aussi apporter à nos futurs conseillers des pistes, ou en tout cas travailler cette capacité à développer. Mais très souvent, quand vous avez une faiblesse, dites-vous quel atout je peux mettre en face. Et ce côté entrepreneurial, on ne sait pas toujours se vendre, mais on a des personnes autour de nous qui peuvent nous vendre. C'est repérer aussi les endroits où sont nos clients, là où vont les jeunes, par exemple, pour l'orientation, ben, où est-ce qu'ils vivent, où est-ce qu'ils sont. Ils passent tous leur permis de conduire. Donc, aller en parler à l'auto-école, par exemple, ça peut être intéressant. Euh, Ils sont tous chez l'orthodontiste. Repérer les modes de vie, comprendre son client, c'est la meilleure façon de pouvoir le rejoindre, quel que soit ce que vous faites. Comprenez comment il fonctionne, comprenez son mode de vie pour pouvoir aller le rencontrer sur son terrain. Vous ne ferez jamais euh, des bonnes relations en faisant du pushing, en obligeant quelqu'un à prendre votre offre. Par contre, en comprenant qui il est et en faisant là aussi un rendez-vous de la vie, ben oui, là, ça fonctionne. Mais il faut oser le faire quand même. Voilà, les entreprises, c'est la même chose. Les entrepreneurs ou les professionnels qui veulent faire une reconversion, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. C'est vraiment pouvoir les rencontrer à l'endroit où ils sont et puis croiser les réseaux, démultiplier vos réseaux et des réseaux qui ont le même ADN que vous, la même valeur que vous. Là encore, j'allais dire, n'allez pas dans des réseaux qui sont très, très différents de vous. Allez dans des réseaux qui ont les mêmes valeurs que vous. Quand vous faites une reconversion pour être consultant, formateur, conseiller, vous avez derrière vous un ancien métier. Soit vous avez été RH, soit vous avez été... Ben, réutilisez aussi cette compétence-là, réutilisez ce réseau-là. Euh, notre vie, c'est pas une révolution. Une révolution, on fait un tour sur nous-mêmes et on revient au même endroit. C'est une évolution. Donc, appuyez-vous sur tout ce que vous avez fait, les gens que vous avez rencontrés, vos rendez-vous de la vie d'avant pour les transformer en rendez-vous de la vie d'après. Ça, C'est c'est ça. vraiment un des conseils, un des premiers conseils. Ouais, bah oui, ça rejoint les miens également. Puis après, c'est le comment, bah, ça s'accompagne. J'ai deux commentaires, je te le partage. Donc Céline Petitjean qui me dit, belle découverte de ce réseau, cela donne envie d'en savoir plus effectivement. Et Sandrine, je serai prochainement formée à la méthode. Sandrine Toulier, ça va te parler, j'imagine, Oui, tout à fait. que j'utiliserai auprès des entreprises que j'accompagne en direction commerciale pour le recrutement, l'évolution des collaborateurs et la mise en avant des talents. Merci Anne pour cette présentation claire et inspirante. Voilà, on arrive sur la fin, on va clôturer. Anne, il est tout juste dans 3 minutes, 13 heures. On atteint notre objectif, en tout cas de cadre. Euh, Si tu avais un seul message à faire passer à un coach qui doute aujourd'hui, tu vois, qui doute, qui doute de continuer, tu vois, pour toutes les raisons qu'il peut y avoir, que ce soit du développement, de ce qu'il a, sa capacité à, etc. Qu'est-ce que tu lui aurais envie de lui dire? J'aurais envie de lui donner comme conseil, parfois quand on est dans le doute, on est dans ses peurs. Quand on est dans ses peurs, on n'avance plus. Et puis, on n'est pas dans une société où c'est facile de parler de ses faiblesses et de ses failles. Je dirais ben déjà de marquer toutes ses peurs, toutes ses faiblesses.
les marquer sur un papier. Ça sert à rien de faire l'autruche, on les marque sur un papier. Et en face, chaque faiblesse, se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais aller chercher de complémentaire? Si j'ai pas ça, qu'est-ce que je peux mettre à la place? Qu'est-ce que je peux mettre à la place? De se faire accompagner aussi. Vraiment, ça c'est important. De ne pas rester seul, de se faire accompagner, de regarder où sont ses difficultés pour se dire, mais qu'est-ce que je pourrais mettre à la place de cette difficulté? De faire de chaque difficulté, ben, peut-être une opportunité de faire un pas de côté Mhm. plutôt que de foncer. Et voilà. C'est vraiment ça. C'est vraiment de se faire accompagner, de regarder ce qui fonctionne pas et d'aller chercher autour de lui euh, sa complémentarité. Et surtout, de ne pas rester seul. Très clair. S'entourer. Je Ah te oui, je vois pense que là-dessus. C'est c'est vrai que ça a toujours été des moments, enfin, pour l'avoir vécu, un moment de doute. On en parle, on trouve un mentor. Moi, il y a toujours eu un mentor dans tous les c'est ça. parcours et ça a à chaque fois débloqué les situations. Avoir des rendez-vous de la vie, ça, Hmm. c'est des rendez-vous de la vie. Et puis, il y en a un qui compte le plus, de se poser aussi la question parfois dans des décisions à prendre. Ben, mon mentor, qu'est-ce qu'il aurait fait? Moi, je sais que c'est Simone Veil. Hmm. Qu'est-ce qu'elle aurait fait? Et je ne me prends pas pour Simone Veil, hein. Quand je Hmm. dis Simone Veil, c'était quoi ses valeurs? C'était quoi sa force d'action? C'était quoi son mode de décision? Et après, rester digne. Savoir où vous voulez aller. Super. Merci Anne pour tout ça. Je regarde Ce sont vraiment d'excellents conseils, dit Cécile. On vous remercie tous pour la participation. Partagez-nous dans le chat ce que vous en tirez, qu'est-ce que vous avez tiré de cet échange, qu'est-ce que vous retenez de cet échange. Bravo, dit Magali, pour la présentation. Anne, très claire comme toujours. Je partage aussi l'événement que j'anime là dans une semaine, jeudi prochain, jeudi 19 à midi. Je fais un workshop pour aider justement sur la partie clarification de sa cible, de son offre, la construction d'une proposition de vente, de pitch, et également une méthode pour générer des rendez-vous rapidement, sans démarche agressive, tout en restant aligné à son cœur, avec son cœur et son C'est ça. authenticité, ce qui est vraiment le plus important à mon sens. Donc voilà, ça s'adresse aux coachs, aux consultants, bilan de compétences, enfin voilà, consultants. Je vais aussi partager du coup le lien d'inscription si vous l'avez pas déjà vu dans mon LinkedIn en commentaire. Et ce sera avec plaisir de vous y retrouver. Un dernier mot de la fin pour se dire au revoir, Anne. Bah, merci pour ce moment. Moi, j'ai hâte de vous retrouver parce que ben, quand on est en visio comme ça, on n'a pas forcément le visage des gens. Et moi, je serais ravie de vous rencontrer. Je serais ravie de... voilà, n'hésitez pas à passer un petit coup de téléphone, à envoyer un email, à nous contacter via la fiche contact du site parce que je pense que il n'y a il y a rien d'autre que l'humain. Et moi, je serais ravie d'avoir un rendez-vous de la vie avec chacun des personnes qui a suivi la conférence. Et merci d'être là, même si je ne vous vois pas. Vraiment, un grand merci. Tu as été très courageuse, Anne, parce que c'est pas facile d'être seule comme ça sans voir les gens. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais comme j'avais Jean-Baptiste, je lui ai Ouais. dit, je suis pas geek, c'est pas mon truc. Le distanciel, c'est pas forcément mon truc, mais j'ai confiance en toi. Tu es complémentaire à moi, donc je t'accorde ma confiance et avec toi j'y vais. Donc voilà, j'espère qu'on a réussi à deux. Écoute, c'était un rendez-vous de la vie aussi entre nous. On s'est C'est ça, rencontrés par hasard. Enfin, pas par hasard, mais parce pas que au quelque hasard. chose nous a connectés. C'est LinkedIn, ça. en l'occurrence. Mm, mm. Eh bien, merci. Je vais donc le replay apparaîtra sur la page LinkedIn. Et puis, belle journée à tous. Je regarde s'il n'y a pas d'autres commentaires. Non, c'est bon. À très vite. Merci. Merci. Au revoir.